Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau numéro de Plateau Foot Europe sur votre radio. Le Paris Saint-Germain est bien sûr sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire avec un homme à souligner, Luis Enrique. On en parle dans cette émission. La Liga espagnole est bien relancée puisque justement les deux géants sont au ralenti avec l'Atlético qui recolle un tout petit peu. On en parle, la Ligue européenne des champions de football, c'est déjà les quarts de finale aller. Real Arsenal, c'est déjà ce mardi. Aston Villa, Paris, mercredi, on en parle. Les auditeurs également vont participer à cette émission à travers bien sûr nos standards. Merci de nous choisir pour vous informer. Théo Ajavon assure la mise en onde de cette émission. Vidéo, c'est bien sûr l'affaire de Elom Adovon. Je suis Latifi Rouma. Plateau Foot Europe avec l'équipe des spécialistes en place. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Le micro qui bégaye un peu, c'est le micro de l'émir, attention. Oui, Franck, voilà. Bonjour Latif, c'est bon, ça bonbonne, ça ronronne. On va revenir vers vous. Nayo, le Zoro, voilà, de l'équipe ce matin. Nayo, bonjour. Mais qu'est-ce qui vous fait rire là? Non, rien. Bonjour Latif. Salut le plateau. Voilà. Le Zoro. Oui, c'est le Zoro. Vous avez suivi ces séries, non? Oui, Noël de Souza. Je me rappelle quand j'étais tout petit de ces séries. Je pense que c'était le samedi soir. Zoro. Donc, tant mieux, on a un Zoro studio. Oui, on a un Zoro au studio, voilà. Oui, Vicente, nous tous les bonjours. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère bien que tout le monde se porte bien. J'ai particulièrement aimé l'accoutrement de mon émir Franck ce matin. Un très bel accoutrement traditionnel, adapté à l'effigie de Sport FM. Merci. Moi, je vais prendre le chapeau. Moi, je vais prendre le chapeau. Ben, quand on dit qu'il est l'émir, c'est cela, voilà. C'est bien l'émir, hein. C'est normal. Ah oui, Delanov Atik Poun, c'est l'étudiant parmi nous, voilà. Ces lunettes sont, voilà, c'est des lunettes d'étudiants. Même la chemise. Ah, même la chemise, voilà. En droit privé, voilà. Delanov, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde a eu le bonjour, je crois. On revient à Franck parce que son micro n'était pas c'est bien. bon. C'est bon maintenant. C'est bon, bonjour 5 Latif. sur 5. Bonjour tout le monde, heureux d'être là. Bonjour particulier à Vicente. Vicente, lui oui, également de son côté ne lésine pas sur les moyens. Ah oui. Voilà, bonjour à son designer, voilà, son tailleur. Qui a du boulot. Voilà, merci à toutes et merci à tous. Bonjour également à tous nos auditeurs. On fait le tour des majeurs. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Une fois n'est pas coutume, on commence bien sûr par la Ligue 1 de France avec bien sûr ce sacre. Samedi, on l'a dit que voilà, ce n'est pas Angers qui devrait en tout cas refuser le sacre dès ce samedi au Paris Saint-Germain, Franck Nounyama. Oui, on l'a dit, il n'y avait rien en face. Le Paris Saint-Germain avait besoin juste d'un point pour être sacré. La dernière fois, je ne sais pas si c'était la pression, ils n'ont pas déroulé leur jeu comme on pouvait s'y attendre. Oui, 1-0 face au SCO, c'est Désiré Doué, donc c'est suffisant déjà pour faire la fête, pour avoir le 13e titre, le 11e sous l'ère qatari. Donc oui, c'est un Paris Saint-Germain sans égal depuis plusieurs années déjà. Qui justement avant de revenir... Il n'y avait même pas de doute là-dessus, on savait que ça allait à 6 journées de l'arrivée de la Ligue 1. Désiré Doué qui a marqué le seul but, on va en parler, mais déjà les autres résultats, Lyon a dominé Lille 2-1 dans un choc. On va aussi parler de cette rencontre-là. Brest bat Monaco, c'était aussi une petite surprise 2-1 pour les Brestois, avec bien sûr également une défaite de Nice. Tous ceux qui étaient derrière pratiquement n'ont pas gagné, sauf l'Olympique de Marseille qui a gagné et qui retrouve sa deuxième place, si on peut le dire ainsi. Et donc Nice dominé à domicile 1-2 par Nantes. Lens épingle
épingle Saint-Etienne 1-0, compliqué toujours pour les Verts qui sont dans le rouge. Rennes à domicile, Courbeléchine face à Auxerre, c'était ce dimanche, 0 but contre 1. Montpellier, la lanterne rouge, battue par son voisin, bien sûr du bas du tableau. Le Havre, 2-0 pour le Havre. Et puis Strasbourg qui domine 1-0. Reims, Strasbourg qui est aussi la surprise, en tout cas au niveau du classement. Ils sont quatrième, Nayo. Oui, ils sont quatrième. En tout cas, c'est un club dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait de très bonnes choses depuis un certain moment. Je me souviens que c'est un club qui a été énormément en difficulté la saison dernière, notamment avec Patrick Vieira. On se disait qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas les joueurs, mais on a vu que cette saison, depuis l'arrivée de Rossignol, lorsqu'il a pris cette formation également, un coach un peu étudiant dans son look comme Dela, comme vous le voyez. Et donc, voilà, qui fait de très bonnes choses dans le jeu. Ils se battent avec leur arme, avec leurs attaquants devant le Orlando, Nigero, Togolo et Mega, tout ce qu'on veut, et qui fait de très bons boulots également avec des joueurs comme Aqua et derrière et tout ça. C'est une formation qui surprend, qui avance caché, qui ne fait pas trop de bruit, mais qui fait énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est le pressing qu'ils mettent dans leur jeu, surtout face aux gros, ils essaient quand même de jouer bien. Et voilà, ils ont battu ceux qu'ils doivent battre. C'est une formation qui est toujours présente. Face aux petits, on voit que le travail de Rossignol, vraiment, ça paie. Désormais, c'est une formation qui est en course pour le top 3. Le top 3, justement, parce que ce matin, ils sont quatrième. Voilà, ils sont quatrième avec 49 points, juste à une unité de Monaco, battu Franck Nouniamant. Voilà, le club voilà, de la principauté n'a été dauphin qu'une journée. Oui, Marseille a repris sa place après cette défaite de Monaco. C'est quand même surprenant. C'était face à Brest. À Brest 2 à l'arrivée. Je pense que Brest a mis du courage, de la volonté dans ce match-là pour surprendre les hommes de hauteur. Donc oui, c'était un match... Il faut souligner le but de la victoire à la 90e minute pour Brest. Qui fait quand même mal pour les Monégasques qui avaient quand même envie de prendre au pire des cas le point du match nul. À l'arrivée, ils sont battus et ils perdent une place au classement. Oui, la course à l'Europe est toujours lancée, ce qui annonce une fin de championnat assez intéressante. Maintenant, si vous permettez, Strasbourg qui surprend. Et c'est vraiment bien ce que Liam Rossignol fait depuis qu'il est arrivé. Vous regardez un peu les performances de ce club, 14 victoires, 7 nuls, 7 défaites en Ligue 1. C'est quand même pas évident pour un club qui, la saison dernière, végétais justement dans les méandres du classement. Voilà, presque relégable, mais là, le jeune technicien anglais a su redresser les choses. L'équipe est en confiance maintenant et l'humilité de ce technicien permet de travailler dans l'ombre, voilà, et sans tambour ni trompette. Ils sont quatrième ce matin, voilà. Et ce matin. Oui, ce matin, voilà. Parce qu'hier, il n'était pas à cette place-là. Et justement, à l'instant T, pour ne pas encore dire ce matin, ils sont barragistes pour la Ligue européenne des champions. Et ça donne des idées, puisqu'il y a derrière, il y a Nice qui n'a pas aussi fait le boulot. Nice battu à domicile par Nantes 2-1. Et Antoine Comboiré disait, on était venu chercher le nul. On a eu plus que ça. Vicente. Il a raison. Parce que gagner à l'Alliance Rivera, ce n'est pas évident. De l'eau à boire. Maintenant, ils sont venus chercher le nul, comme il a dit. Ils ont eu plus que ça. Je pense que c'est tout simplement bénéfice de cette équipe-là. Mais pour moi, ce sont deux équipes qui quand même ont perdu un peu de l'air superbe dans ce championnat-là. Aujourd'hui, on ne parle que du Paris Saint-Germain. Après quoi, il y a Marseille, Monaco, Nice qui vient également, mais Nantes, ça devient compliqué depuis un certain moment. C'est vrai qu'entre-temps, on avait quand même vu Moses Simon qui... le Nigérian. Voilà, ses performances avec le concours d'un certain Moustapha également qui était passé par là. L'Égyptien aussi est là, Moustapha Mohamed. Également, mais ce club n'arrive toujours pas, bon, selon moi, selon les individualités, n'arrive vraiment pas
à hisser son niveau. Mais je pense que voilà, tout dépend des ambitions du club, des dirigeants. Et ça n'étonne pas que voilà, Nantes soit à cette place-là. Oui, Nantes qui, pour l'instant, est bien parti pour se maintenir tout de même en Ligue 1. Nice n'est pas aussi bien verni, parce que Franck Hez n'est pas aussi à l'aise avec justement Nice, avec des victoires en dents de scie, ou bien des performances en dents de scie. Oui, la saison écoulée, on sait que tout allait bien pour Franck Hez avec cette équipe niçoise. Mais cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. On sait très bien ce qui se passe avec l'OGC Nice cette saison. Vous l'avez dit, ce sont des résultats en dents de scie. Et sur cette rencontre-là, personne ne pouvait miser sur une défaite. Face à Nantes à domicile. Face à Nantes, surtout que le club niçois évoluait à domicile. Mais malheureusement, ils n'ont pas su réellement monter leur niveau pour prendre les 3 points de cette journée. Nantes a mené, il y a eu l'égalisation et après, le club nantais est encore passé devant. On a vu le Nigérien Moses Simon qui a été passeur dans cette rencontre-là et je crois que ce soit pour l'OGC Nice ou encore Lyon et tous les autres, il va falloir vraiment batailler comme Franck l'a dit entre-temps. Parce que la fin de saison, ça va être très compliqué pour tous ces clubs-là. Le Paris Saint-Germain, il est déjà champion. Il est champion. Avec 22 points sur le second, qui est l'Olympique de Marseille, à l'instant T. Ouais. On espère ce matin, la bataille derrière sera très rude pour tous ces clubs-là. On espère au moins que ce soit Lyon ou encore Monaco, peut-être. Parce que Marseille, on sait que c'est l'autre Tottenham ou encore Arsenal de la Avant Ligue de 1. parler justement de Marseille et de Paris, il y a Lyon aussi qui est en embuscade. Ça fait 8e succès sur les 11 matchs sous l'ère Fonseca. Noël de Souza. Oui, l'Olympique lyonnais qui se remet toujours assez vieux. On prend la Casette, bon, entre guillemets, les vieux par rapport à l'expérience et au vécu. Et la Casette est toujours présent. Et le jeune joueur Cherki qui c'est la star maintenant, Cherki. C'est la star du moment. Il a même mis le but victorieux hier. Donc, c'est un joueur qui est en train de retrouver de la confiance, malgré que Fonseca soit sous sanction. Mais c'est lui qui dirige. Oui, on sent depuis la tribune, c'est lui qui fait les changements. On sent quand même qu'il a sa main, qu'il a tout ça. Maintenant, quand vous prenez Lyon, ce n'est plus forcément le Lyon des Lions. Nous parlons encore d'un sac du Paris Saint-Germain. On sent quand même, on se rappelle quand même à un moment donné qu'en Ligue 1, il n'y avait pas un concurrent face à Lyon. Je pense que c'était c'est Lyon de Juninho, voilà, Juninho, Benzema et tout ce que vous voulez. Maintenant, par rapport à l'histoire de ce club, je pense qu'il faut revoir le projet parce que aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est 2e. Normalement, on peut tout de même dire que par rapport à ce championnat-là, Lyon mérite peut-être mieux. Il n'y a que 4 points entre les deux. Parce que Lyon est 5e avec 48 unités. Oui. À 4 longueurs de Marseille. Voilà, il n'y a que 4 points, mais on sent quand même que le projet lyonnais, ce n'est pas aussi stable que ça. On sait tout ce qui s'est passé avant que Pierre Sage n'arrive à stabiliser les choses, bien avant que Fonseca ne revienne. Maintenant, aujourd'hui, je pense tout simplement qu'il faut profiter de cette fin de saison-là, essayer de se qualifier pour l'Europe et revoir le projet. Le projet également de ce côté, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Cherki, mais ce sont des joueurs qui profitent plus de ces clubs-là aujourd'hui pour se servir de vitrine et taper dans l'œil des grands clubs. Le club profite aussi du joueur. Oui, il profite du joueur, mais ce qu'il y a, c'est que les joueurs ne sont plus dans cette continuité-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus avec les Tolisso, les Lacazette, peut-être des joueurs qui sont en fin de carrière que des jeunes joueurs promoteurs. D'accord. Alors, Marseille a fait le job hier, Franck. 3-2, même si Marseille a fini sur les rotules dans les derniers instants. Oui, il fallait le faire après 3 défaites sur les derniers matchs. La dernière victoire remonte, souvenez-vous, à 1 mois. C'était face à Nantes. Début mars. Oui, 2-0. Et puis, guéguerre entre l'entraîneur, les joueurs. Il fallait réagir, sinon Marseille perdait, on va dire, cette confiance par rapport à la qualification pour une place européenne. Donc ce match contre Toulouse, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a eu 1-1 à la pause. 1-1 à la pause et il a fallu ces bijoux de Rabiot. Et puis, et que dire de Mason Greenwood, décrié depuis un moment parce qu'il est resté le but, c'était beau, tout simplement, rien à dire. Et puis ce qui est encore intéressant, c'est du pied droit.
qu'il a marqué Greenwood. Donc c'est intéressant, une frappe qui surplombe le goal avant d'atterrir dans le filet et ces bijoux techniques de Rabiot. Donc, ça a été ces 2 buts qui méritaient double-double. Ça aurait pu donner droit à un score. C'est cassé. Vous avez suivi le match? Oui, Nayo? je n'ai pas suivi le match, mais j'ai vu les buts. Vous avez vu les buts? C'était des buts extraordinaires de la part de Marseille. Après, c'est bien de se réveiller. Mais après, ils ont été... Voilà, il y a une réduction. Oui, ils ont été chatoués un peu, mais à l'arrivée, ils ont eu les 3 points. Ce score-là, c'est la faute à un certain Babika, qui a quand même eu assez d'opportunités, je pense, 3 fois face à face, mais il n'a pas su mettre la balle au fond. Sinon, Marseille, Rabiot a fait son match, mais en fin de partie, on n'a pas senti Marseille. C'est pas ça quand même s'ils aspirent à l'Europe la saison prochaine. Surtout que la défense marseillaise actuellement, ce n'est plus vraiment ça. Parce que vous voyez les buts pris sur les mêmes situations. Justement, coup de pied arrêté. Un Kondogbia qui n'est pas un défenseur central, qui est forcé peut-être un peu à jouer dans ce rôle-là. À côté, vous n'avez pas Balerdi, vous n'avez pas Chancel. C'est ironique, hein. Bemba est là. On le regarde, on le voit jouer. On le veut pas de lui, en fait. C'est un problème d'ego de la part de Benatia aujourd'hui. Voilà, parce que ce n'est pas l'affaire de Deserbi. Ce n'est pas une affaire de Deserbi. Voilà. Ce sont les dirigeants ou le directeur sportif qui ne veut pas intégrer le joueur. Il veut le vendre. Bon, comme quoi, des histoires d'ego et tout ça. Après, ce qui a été intéressant dans cette rencontre, c'est Rabiot. On a vu que hors du terrain, il prend la parole, il s'impose, il veut être le leader sur le terrain. Il prend aussi la parole. Depuis quelques matchs maintenant, on voit que c'est lui en patron, c'est lui qui mène le kick, c'est lui qui est le leader. Et c'est très intéressant de la part de cette formation. Après, la défense, on a vu que depuis que Mbemba n'est pas là, ça chancelle. Et il va falloir revoir également ce D'accord. Depuis que Mbemba n'est pas là, c'est chancelle. Ça chancelle. Ça chancelle. Hein. Ah, d'accord. Chancelle Mbemba. D'accord. On va maintenant parler du sacre du Paris Saint-Germain. Oui. C'était attendu, d'accord, mais c'est que ce sacre a beaucoup plus de saveur, Franck. Oui, à 6 journées de l'arrivée en Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui se libère de toute pression par rapport à la Ligue 1. C'est le 13e titre de l'histoire, le 11e sous l'ère Qatari. Ils sont arrivés, je crois, en 2011. Oui. Ils ont investi beaucoup de millions d'euros. Mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas encore gagné la Ligue européenne des champions. Non, la première année, ils n'ont pas gagné. Oui. Oui, parce qu'il y avait, il y avait toujours les anciens. Les anciens qui étaient là. Mais c'est quand même, on va dire, un projet qui semble porter depuis quelques saisons, surtout au plan national. Le Paris Saint-Germain gagne toujours les titres. 32 au total, je crois, depuis qu'ils sont arrivés. Donc, mais ça reste des gobelets. Oui, au plan national, c'est bien. Mais sur l'échiquier européen, on attend de voir. Ils sont arrivés pour le trophée, la coupe aux grandes oreilles. Aux grandes oreilles, mais pour le moment, ça ne réussit pas. On a fait venir les Ibrahimovic, les Messi, les Neymar, les Cam, tout est passé. Les Cam, tout le monde est venu. Ce beau monde est passé pour permettre au Paris d'aller chercher le ciel. Il reste Jésus et Mahomet. On va voir. On va voir. Oui, Nayo. Ils étaient aussi là d'abord pour être patron de la France. Et ça, quand même, ils l'ont réussi. Souvent, lorsque les Qataris arrivaient, il n'y avait que 2 titres. Il n'y avait que 2 titres. Oui, pour le Paris Saint-Germain. Loin devant Saint-Etienne qui avait 10, Marseille, tout ça. Lyon. Mais aujourd'hui, quand même, ils ont réussi à asseoir cette ce patronat aujourd'hui en Ligue 1. Et voilà, oui, c'est vrai que sur le continent, sur l'Europe, ça n'arrive pas. Mais on ne doit quand même pas minimiser ce qu'ils ont fait sur le plan national parce que c'est important, parce que c'est aussi prestigieux. Aujourd'hui, ils sont à 13 titres. Ils ont 3 de plus que Saint-Etienne, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est également Marquinhos qui est devenu le joueur avec le plus de trophées de Ligue 1. 10 devant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. De Ligue 1. D'accord. Alors, on va parler d'un homme, c'est le sacre, d'accord, du Paris Saint-Germain, mais aussi beaucoup plus d'un homme, Luis Enrique, qui a façonné cette équipe. Il avait dit que nous serons meilleurs cette saison que l'année dernière et apparemment, il a raison. Il a apparemment chassé les stars et aujourd'hui la star, c'est le collectif.
Et on peut le dire, et la star c'est le collectif. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, il faut quand même donner du mérite à ce coach-là. C'est vrai que la personnalité n'est pas forcément la bienvenue dans le monde du football, surtout en France. Mais il faut également juger la personne ou le personnage par le fruit de son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même féliciter Luis Enrique pour avoir quand même fait des choix risqués, des choix forts. Et son leadership surtout, je pense que a quand même façonné cette équipe-là. C'est un coach qui a déjà de l'expérience. Avec le Barça, c'était quand même le sextuplé en 2015. Et puis voilà, un triplé historique en Coupe du Roi. Et donc, il n'est quand même pas un nouvel entraîneur dans le sillage du football. C'est quand même quelqu'un qui a acquis de l'expérience, surtout dans l'un des meilleurs clubs, c'est-à-dire le Barça, avant même d'atterrir au Paris Saint-Germain. Maintenant, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'est pas encore cette institution-là tel qu'on peut le penser au niveau du Real, de Manchester United, du Barça, puisqu'il y a beaucoup de stars, beaucoup d'ego. On se rappelle de Neymar qui quittait les entraînements comme il voulait. Il quittait le camp sans même aviser l'entraîneur. Donc, il y avait déjà beaucoup de désordre dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais on a quand même senti qu'avec l'arrivée de Luis Enrique, il y a quand même un semblant d'ordre qui a été mis dans ce vestiaire-là, avec comme leader sur le terrain Ousmane Dembélé, qui a également changé sa manière de voir le football aujourd'hui. Il a été puni avant qu'il ne change. Oui, faut le souligner. Et c'est normal, on se rappelle. Donc c'est quelqu'un qui a également apporté sa touche pour que ce trophée-là soit là. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un peu la métamorphose de Ousmane Dembélé, l'intégration des jeunes comme Désiré Doué, surtout avec les milieux de terrain, João Neves, Vitinha et tous les autres, je pense que c'est tout simplement la touche de Luis Enrique. Ça va quand même vite dans le football. Je l'avais dit l'autre fois, je me rappelle dans ce studio, il y avait cela 3 ou 4 mois. On était tous là à jeter des pierres à ce Luis Enrique parce que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Rien ne bougeait pour le PSG. Je pense après 4 ou 5 journées en Ligue des Champions, c'était quand même 4 points. Et tout le monde lui jetait des pierres. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été, qui est en train de bénéficier de cette qualité-là, qu'il a de ne jamais changer, de croire en sa philosophie, en ses convictions. Donc, je pense qu'il a ce mérite-là. Il doit en profiter parce que derrière, il y a la Ligue des Champions. Et si Aston Villa le sort, je ne suis pas sûr qu'il aura forcément... On aura encore la même analyse. Oui, voilà. D'accord. Oui, pour l'instant, Nasser El Khelaifi dit que c'est le meilleur coach. Non, mais chaque année, c'est... Est-ce qu'il a dit avec Unai? Oui, il a dit avec Carlo Ancelotti. Unai Emery. Après, il faut le comprendre aussi. On sait que Carlo Ancelotti est passé, mais est-ce que Carlo a eu la même mise sur son équipe? Après, moi je pense qu'il est dans son rôle. Il n'a pas encore perdu un championnat. Il est dans son rôle, d'accord, mais en même temps, les stats. Il son propre entraîneur de nul. Mais il dit qu'il est le meilleur de tous. Je comprends qu'il est en train d'apprendre le français, donc. Non, mais il parle bien français. Oui, désormais après le titre. On comprend. Après le titre, il parle français. Chaque fois qu'il y a ne faites pas comme Longoria. Non, quand il y a un nouveau coach, il nous dit qu'il est le meilleur. Chaque fois qu'il y a un bon joueur, il nous dit qu'il est le meilleur. Dès là, finissez votre analyse. Je disais qu'au-delà de tout, il faut reconnaître l'apport de Luis Enrique. Il faut prendre ce qu'a fait Carlo Ancelotti avec le PSG. Ce n'est pas cette domination. Non, pas forcément. Carlo Ancelotti, il est passé. Unai Emery, il est passé. Mais ils ont perdu en championnat. Christophe Galtier également. On a eu des joueurs, Laurent Blanc et tout. Mais ce que Luis Enrique Antoine Kombouari, il ne faut pas oublier. Antoine Kombouari aussi est passé. Ce que Luis Enrique a réussi à faire avec ce PSG-là, c'est exceptionnel. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Surtout que ce groupe-là n'était pas forcément verni pour faire ce championnat. Mais je crois, comme ça fait 0 défaite pour l'instant à 6 journées de la fin. Nous aurons parlé de cette Ligue 1 avec bien sûr le Paris Saint-Germain sacré avant-terme.
aquí está la Liga Española. Nous sommes en Liga Espagnole où c'est bien relancé. Hein? C'est relancé, non Vicente? C'est relancé. C'est relancé. Ouais, je ne pense pas. C'est compliqué de le dire. Ça fait 4 points. 4 ça points. fait 7. Voilà. Et puis ça fait entre le Real et l'Atlético 3 points. C'est relancé. Ça se joue sur 1 ou 2 matchs. Non, pour moi, entre le Barça et le Real, ça devient compliqué pour le Real. Parce que déjà, il faut dire que le Real a perdu 1-2 face à Valence. Et derrière, tout le monde attendait que le Barça creuse l'écart. Mais le Barça également, voilà. Ce sont des amis, hein? C'est heurté. Ce sont des amis. C'est par solidarité. Le Barça, apparemment. Mais le Barça ne voulait pas creuser l'écart au risque de Ils aiment tout le simplement mano à mano. démotiver Voilà. le Real Madrid. Mais ça demeure quand même un combat jusqu'à la fin. Hein. C'est vrai que ces 4 points, c'est beaucoup. Pour un championnat où c'est compliqué de rattraper le poursuivant ou le leader. Le leader. Je pense que 4 points, c'est beaucoup. Maintenant, il faut dire quand même que l'Atlético, est-ce qu'il n'est pas sorti de cette course-là? Du sprint. Je pense qu'il est... Bon, puisque depuis l'élimination en Ligue des Champions face au Real, on a comme l'impression que l'Atlético a perdu tous ses repères et pour moi, ils sont un peu sortis de la course. Maintenant, le Barça semble beaucoup être mieux en forme par rapport au pour Real. aller chercher ce titre-là. C'est beaucoup plus... Beaucoup disent aussi, hein, Franck, avant vous, Franck, beaucoup disent aussi que bon, le Real, voilà, apparemment, n'est plus là pour ce titre-là. Il reste 8 journées, ou, si on fait bien les calculs, c'est ça, donc 24 points à prendre. Ouais. Si on considère cet aspect de la chose, on peut dire que c'est encore jouable. Maintenant, 4 points, oui, le Barça aurait voulu avoir 6 après cette 30e journée, mais ça reste à 4 points, ce qui veut dire qu'il y a encore possibilité de voir le Real Madrid revenir. Ce n'est pas aussi totalement terminé pour les Colchoneros, mais eux, ils sont un peu en retrait, démotivés par rapport à leurs prestations. Donc, ça va se jouer toujours entre le Football Club Barcelone et le Real Madrid. Maintenant, quand vous avez 4 points d'avance à 8 journées de la fin, on est plus confiant par rapport à ce qui peut arriver. Mais attention, le Barça, des fois, quand on l'attend, on ne le trouve pas. Par exemple, sur ce match contre le Betis, où ils ont marqué, après 10 minutes, ils se sont fait égaliser. Donc, tout reste jouable pour le Real Madrid. Noël, le Barça aussi. Hein, quand le Real perd, il fallait tout de suite assommer la Liga, mais ça n'a pas été le cas. Non, parfois, quand vous suivez bien ces championnats-là, on ne comprend pas parfois, ce sont des ondes qui se propagent, on ne sait pas, mais parfois vous avez le deuxième qui perd et le leader qui perd. Ça peut arriver. Après donc aussi, je pense le que contexte. voilà, le Barça aurait joué son match en premier, il aurait gagné facilement. Voilà, maintenant le Barça savait que le Real avait déjà perdu. Flick également savait, donc il pouvait également se permettre de perdre. Il y a toujours ces 3 points-là qui seront là. Donc je pense que les joueurs également ont également eu la tête à cette Ligue des Champions, que ce soit du côté du Real Madrid. Tous ces joueurs-là qui vont jouer en milieu de semaine savent qu'il y a une rencontre importante. Donc ça joue forcément sur l'état des joueurs. Maintenant, quand je prends le Barça, je pense que c'est une formation qui a beaucoup plus appuyé sur l'accélérateur en fin de partie. Malheureusement, il y avait un Betis Séville qui était beaucoup plus solide. Une de ces formations-là qui a réalisé, je pense, le perfect durant le mois de mars. Ils n'ont pas perdu. Ils ont même battu le Real Madrid. Ouais, ils ont gagné toutes ces rencontres. Maintenant, le Barça également a également perdu ou a été moins fort par rapport aux rencontres qui se sont enchaînées. On se rappelle qu'ils ont joué presque tous les 3 ou 4 jours depuis Osasuna, l'Atlético et tout ce qui... Voilà, et tout ce qu'il y a eu. Maintenant, quand on prend ce championnat du Maïja, je pense que l'Atlético, il ne leur reste que le championnat. Donc, ils ont peut-être cette obligation-là de gagner toutes les rencontres et voir le scénario qui arrive. Maintenant, par rapport au Real Madrid, je pense que le Real Madrid est en train de lâcher parce que ce que je vois derrière, par rapport à cette défense qui prend 6 buts
4 face à la Real Sociedad et 2 face à Valence. À l'équipe du Goduro. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. On verra bien la formule que Ancelotti nous sort. Sinon, avec cette défense-là, avec Rudiger qui joue les deux genoux bandés. Hein. Bon, oui, Duro, puisque c'est lui qui marque le but. C'est lui qui marque le but. Victor, et comment on peut expliquer, Nayo, cette défaite face à Valence, ce Valence-là? C'est pas Bernabéu, possible. ça fait combien d'années là? 16e, ça fait plusieurs années ça que... fait justement que... Ça pense fait qu'on parle plusieurs... depuis 2008. 2008, Oui, mais oui, même 2008, que Valence n'a plus gagné à Bernabéu. Ouais. Voilà. Justement, sincèrement, c'est désolant ce Valence-là qui est à la traîne, qui lutte pour le maintien, qui joue le maintien. Ils étaient 15e au coup d'envoi. Ils étaient 15e au coup Ils d'envoi. sont remontés à la 15e place. Ils étaient 16e Mais ce matin, ils sont 15e ce matin. Et donc voilà, c'est quand même désolant de voir parce que les individualités également devant n'ont pas été présentes. Ce but de Vinicius sauve un peu son match parce que dans la rencontre, il n'a pas été du tout. On a vu ce pénalty. Oui, désormais c'est Kylian qui va le tirer, c'est officiel, c'est la décision de Carlo Ancelotti, mais sauf que lui aussi... Mais comment, Noël, attention, on ne fait pas de co-animation d'émission, voilà. Alors, comment on peut comprendre le fait que ce soit Kylian qui soit devant au titre de meilleur buteur et que ce soit Vinicius qui tire les pénaltys? Oui, après je pense que ça, on a vu Benzema être meilleur buteur du Real Madrid, mais c'est Ramos qui le tirait. Bon, il y a aussi ce problème de quelqu'un qui le tire mieux, quelqu'un qui le tue plus, quelqu'un qui a plus le taux de choses et donc de réussite dans la matière, et donc on a vu que c'est peut-être en faveur de Vinicius, mais on a vu que cette saison, il a énormément raté. Il a atteint son taux aussi. Il a atteint son taux aussi. Après, sur la défense, surtout sur le deuxième but, c'est pas possible de voir une défense aussi désorganisée. Il y avait Alaba dans la zone. Il y avait Alaba dans la zone. Voilà. Même moi, le plus fautif, même à l'arrivée, je pense que c'est Valverde. Parce que le joueur qui a marqué, c'est lui qui devait aller chercher le joueur. Mais on a vu Valverde s'arrêter et lever plutôt la main pour réclamer un hors-jeu. Après, il n'a pas... Oui, il a véritablement eu l'occasion de poursuivre le joueur. Donc après, on peut parler d'Alaba et tout. Il me rappelle quand Messi marquait un but là, vous vous souvenez? C'était quoi, le Brésilien? Passez-moi le nom, le latéral brésilien du Real de Madrid. Marcelo, voilà. Justement. Marcelo qui marchait. Qui marchait. Et donc, quand Messi allait marquer. Quand Messi allait marcher. Et donc, voilà, je pense que sur le but, c'était une association de malfaiteurs du côté de Madrid qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. C'est une analyse de frustré. Voilà. Après, on reviendra sur les analyses du Bayern aussi. On n'est pas pressé. Pour moi, cette question de penalty, normalement, Carlo Ancelotti a perdu du temps. A donné le premier droit de priorité par rapport à ce penalty. Moi, je pense que Kylian était quand même le favori pour tirer les penalty en premier. Il avait raté en début de saison, Vincent. Oui. Il a raté 2. Oui. C'est 2 seulement. Depuis qu'il est arrivé aussi, c'est 2 seulement. En fait, le fait n'est pas de manquer les penalty. C'est la manière dont tu tires les tirs. C'est l'attitude. Vinicius les tire très mal. Mais Mbappé, mais tu ne vas pas me dire que Mbappé a quand même été ce mauvais tireur de penalty pendant toute sa carrière. Il soigne mieux que Vinicius, ce que moi j'ai vu. Non, mais après, pour moi, Noël, il faut le laisser argumenter. Vinicius lui-même a dit dans ce pays que, non, pas ce pays, mais en Espagne, que nous allons aider. Je cite bien ces mots. Nous allons aider Kylian Mbappé à devenir le meilleur buteur de cette équipe. Il avait dit devant la presse. Ça c'est la communication. Voilà. On n'a pas constaté. Il a aussi son ego. Moi, je suis content que Carlo Ancelotti confie. Maintenant, c'est clair. C'est quand même un ballon d'or à avoir. Rapidement, on va évoluer en disant que, voilà, on l'a dit, il y a eu 1-1 entre Barcelone et Betis, le Real Mallorca, voilà. Qui s'est incliné 1-2 devant Celta Vigo. Finalement, on a beaucoup de Real en Ligue 1. Oui, ça fait beaucoup. Il y a là. Bon, des fois, voilà. Et puis, le Real Madrid qui s'incline également 1-2 face à Valence. Girone s'incline à domicile face à Alaves, 0-1. Alaves
plutôt pas Alaves. Il y a eu, ça fait 2 Alaves que j'ai noté. Attention. Las Palmas qui également perd à domicile face à la Real Sociedad. Et puis Retafe du Togolais Yendakonam qui écrase Valladolid de 4-0, 0-0 entre bien sûr Villarreal et Bilbao. Notons que puisque Mbappé n'a pas marqué, Lewandowski aussi n'a pas marqué. Voilà, on va filer maintenant où Première Ligue Express News. En Première Ligue, Nayo, on va dire que voilà, c'est Noël qui a raison. Hein. Ouais, c'est Noël qui a raison sur Liverpool. Liverpool encore qui apparemment rien ne va pour cette formation de la Mersey qui était en déplacement du côté de Fulham, qui a été battu 3-2. Et donc ça a été une rencontre difficile vraiment pour Liverpool. Mais heureusement que avant ce match, Arsenal également n'avait pas fait mieux. Arsenal également avait fait qu'un match nul d'un but partout, justement, face à Everton au Goodison Park. Donc à l'arrivée, ça n'a pas tellement de conséquences sur les Reds. Le match même qu'on espérait, qu'on avait envie de voir lors de cette 31e journée, c'était le derby mancunien entre les deux Manchester. Mais à l'arrivée, c'était une rencontre soporifique entre les deux. Il a accouché d'une petite souris. Oui, d'une petite souris, 0-0 partout. C'était même pas, il y a des bons 0-0 quand même. Mais ce match n'a pas été un bon 0-0. Donc oui, voilà, ça a été un match soporifique. Ça confirme que la ville est bien malade. La ville est bien malade. Manchester, rien ne va. Ça dort à Manchester désormais. Tottenham a quand même achevé Southampton, puisque les Spurs, justement, ont relégué les Saints en deuxième division ou en Championship. Victoire des Spurs, 3-1. Donc, Southampton est donc tombé en deuxième division. Match nul de 0 partout entre Brentford et Chelsea. Aston Villa l'a emporté également sur Nottingham Forest, 2-1. 2-2 entre West Ham et Bournemouth. Crystal, dans son palace, en tout cas, l'a emporté sur Brighton, 2-1. Ipswich Town s'est incliné devant Wolverhampton, 1-2. Et tout va se boucler ce soir avec cette rencontre entre Leicester et Newcastle à 19h. Au classement, Liverpool est toujours leader avec 73 points. 62 désormais pour Arsenal, deuxième. Ça Forest, fait 11 points désormais. 11 points désormais, c'était 12 d'écart. Désormais, c'est réduit à 11 écarts. Et donc, voilà, troisième Forest reste à 57 points. Chelsea est quatrième avec 53 et City également reste cinquième avec 52 points. United est 13e avec 38 points, 37 pour Tottenham. Ipswich Town 18e avec 20 points. 17 pour Leicester qui joue ce soir et Southampton 10 points désormais relégués. Au classement des buteurs, il n'y a pas grand chose. Salah est toujours leader avec 21 pour Haaland désormais blessé. Et Isaac est troisième avec 20 buts. Voilà, alors Delanov, le premier n'a pas gagné, le deuxième non plus, le troisième n'a pas gagné, le quatrième, le cinquième. Est-ce qu'ils sont tous fatigués? On ne comprend rien. En Première Ligue. Bon, est-ce qu'il faut parler de la fatigue? Je crois peut-être oui, mais en même temps, il faut le dire, il y a un rapport de force entre les équipes qu'il faut relever. Vous prenez Arsenal, ou bien on prend d'abord le leader, Liverpool, qui a été bien battu par Fulham. C'est la première défaite à l'extérieur. La première défaite pour la saison. Oui, la première défaite à l'extérieur, et ce n'est que la deuxième défaite aussi de la saison depuis le début de la saison. En Première Ligue. En Première Ligue. Parce qu'ils sont déjà éliminés en Ligue des Champions. La première, c'était face à Nottingham Forest à domicile. 8-0. Mais hier, ils n'ont rien compris. Il y avait deux Nigériens qui étaient là. Iwobi qui a marqué un somptueux but. Et puis derrière, il y avait Calvin Bassey aussi. Ryan Sessegnon qui a été buteur également dans cette rencontre. Liverpool, je crois que depuis... quelques semaines, ce n'est plus ce club-là qui marchait sur toutes les équipes, surtout sur tous ses adversaires. Mohamed Salah, c'est vraiment un autre joueur. Il s'est carrément éteint depuis cette double confrontation face au Paris Saint-Germain. On ne reconnaît plus l'Égyptien, mais ça devait arriver aussi à un moment donné. C'est cette période-là que vivent ces clubs-là. Arsenal, déjà le samedi, n'a pas mieux fait
qu'un triste 0-0 face à Everton. 1-1, pardon, face à Everton. Nottingham a perdu face à Aston Villa. Aston Villa, surtout qui se prépare bien pour la Ligue des Champions. Je crois que ce sont des clubs qui ont toujours en tête cette course-là, de bien terminer la saison. Je crois que quelque part, ça pèse également sur eux. Mais il faut rapidement se relever. Je veux parler de Liverpool, Arsenal. On sait qu'Arsenal ne pourra rien faire devant. Oui, on sait que l'écart est bien creusé et c'est un signal fort. Quand Aston Villa continue, ça fait 7e victoire pour les joueurs. Ils sont en forme. Ils alignent les victoires et il reste quelques journées et ils peuvent se qualifier directement aussi pour la Ligue européenne. Il reste, je crois, 7 journées. 7 journées. 21 points, donc c'est l'un des clubs les plus en forme. On espère qu'ils vont être sur la ligne d'arrivée. Ils vont 7e victoire de rang. Attention au Paris Saint-Germain. Pour les Villains. Maintenant, Liverpool, quelqu'un l'a dit ici, il est très difficile de faire une saison parfaite. Quand on est en Angleterre, c'est très, très, très compliqué, surtout après l'élimination en Ligue européenne des champions. Le club a reçu un coup de marteau derrière la tête. C'est le titre d'une chanson. Voilà. Ils avaient Gakpo, mais il y a Gakpo. Donc, ça l'a perdu de son efficacité un tout petit peu. L'équipe a perdu de sa verve. Mais ces défaites sont, on va dire, sans danger presque. Parce qu'ils ont déjà fait le job, 11 points sur Arsenal. Dans la première moitié du championnat. On va maintenant, on aura parlé justement de cette première ligue, quoi qu'on dise, dominée toujours par les Reds. On va filer maintenant en Italie. Benvenuto Calcio Italia. 31e journée également là-bas, chez vous, Delano. Le premier n'a pas gagné, l'Inter. Avec beaucoup de matchs nuls. De matchs nuls. L'Inter a fait match nul, l'AC Milan, la Juventus de Turin et tous les autres. Il faut parler de... Mais il y a quelqu'un qui a perdu. Mais comment a gagné? C'est Bergame. Comment a gagné? Oui, comment a gagné? L'Atalanta Bergame a perdu. 0 but contre 1 à domicile. Et voilà, un fait ridicule également. Il fallait sortir Ederson parce qu'on l'a appelé Eder. Les membres du staff ont plutôt entendu AD pour aller sortir Adebola Lookman. Aïe. Mais malheureusement, ils étaient déjà menés. C'est des faits de jeu. C'est des faits de jeu. Ça peut arriver. Et à l'arrivée, c'est une défaite pour le club de la DA. 0 but contre 1 face à la Lazio Rome. Un but partout. C'est ce score qui a sanctionné l'explication entre la Roma et puis la Juventus de Turin. Igor Tudor, pour le moment, ça fait 2 matchs, 0 défaite. Ils ont eu une victoire. Et puis, bon. Et puis, c'est mieux, ça fait 4 points sur 6. 4 points sur 6. Score identique. Un but partout entre Torino et le Hellas Vérone. Impoli de Romeo Miliko qu'on salue au passage. Face à Cagliari, ça fait 0-0. Face à Cagliari, c'est 0 but partout. On va parler de ce beau match-là entre le Milan et puis la Fiorentina. 2 buts partout à l'arrivée. On a vu une nouvelle réalisation de Moïse Kean. Le Milan a souffert réellement dans cette rencontre, mais le plus important, c'est de ne pas perdre, surtout qu'il évoluait à domicile. Parme et puis l'Inter Milan aussi ont fait 2 buts partout. 2 buts partout, c'est le score de cette rencontre-là à l'arrivée. L'AC Monza et puis Como, comme Noël le disait entre-temps. Surtout avec l'ancien du Real Madrid, Como a encore battu l'AC Monza. L'AC Monza, on sait qui est la lanterne rouge. La lanterne rouge de la Serie A. Como se met à l'abri. Como se met à l'abri. On va le voir tout à l'heure. Au classement. Et puis en début de cette 31e journée, le vendredi, Genoa a battu l'Udinese 1-0. Alors au classement, n'oubliez pas le 1 partout entre Lecce et Venezia. Oui, un partout entre Lecce et Venezia. Venezia qui, Venise, une bonne ville. Votre ville. Au classement, l'Inter est toujours devant, premier avec 68 points. Et suivi du Napoli qui va jouer ce soir face à Bologne. C'est un choc. C'est un choc également à suivre, très intéressant. Troisième, l'Atalanta Bergame. Quatrième, on retrouve Bologne. Et puis la Juventus de Turin est cinquième au bas du classement.
On a Empoli qui est 18e, 19e Venise. Et puis l'AC Monza est bon 20e. Alors au classement des buteurs, ils n'ont pas marqué, mis à part Moïse Kean. Au classement des buteurs, comme je l'ai dit, Matteo Retegui, il est là avec 22 réalisations. Moïse Kean, 17. Marcus Thuram avec 14. Lui, il a marqué. Il a marqué avec l'Inter Milan. Donc il a actuellement 14 buts. Ademola Lookman est calé à 13. Ademola Eder Lookman. Voilà ce qu'il faut retenir. On va finir le tour par la Bundesliga. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Oui, Franck Lunyama, c'était la 28e journée. Le 28e acte ce week-end, on a cette victoire à l'extérieur du Bayern sur les installations d'Augsbourg, un but contre 3. Voilà, ils ont été menés et puis il y a eu cette réaction derrière pour la victoire. Leverkusen a servi de façon... a souffert, a souffert, mais ils ont gagné 1-0, ça n'a pas été facile. La 91e minute. Il fallait le faire pour maintenir juste le retard de 6 points sur le Bayern. Werder a dominé Francfort 2-0. Fribourg a perdu face à Dortmund, un but contre 4. Dortmund qui renaît. Ça s'enchaîne. Hein? Oui, Guérassi a marqué, Adeyemi a marqué. Donc ils ont fait un très beau match. Et Leipzig, pour la première de son nouvel entraîneur, Zolt Low, qui a également gagné face à Hoffenheim, 3 buts à 1. Stuttgart a corrigé Bochum 4-0 avec un triplé du Bosnien Demirovic. Oui. Mayence, Holstein Kiel 1-1 aussi entre Saint-Pauli et Mönchengladbach, Union Berlin 1, Wolfsburg 0. Donc les meilleurs buteurs, c'est toujours Kane. Il a encore marqué 23 buts, Patrick Schick 17, troisième Guérassi 15. La meilleure attaque, c'est toujours le Bayern 81. La meilleure défense aussi, le Bayern 27 buts encaissés après 28 journées. Au classement, très rapidement, le Bayern est en tête avec 68 points. Le Bayer Leverkusen suit 102 points. Suivi de Francfort, 3e, 48 points. Et Mayence, 46. Et Leipzig qui boucle le top 5, 45 points. Au bas du tableau, Hoffenheim, 14e, 27 points. 15e, Saint-Pauli, 26. 22 points pour Heidenheim qui occupe le 16e rang et Bochum 17e, 20 points. Et puis le bon dernier, c'est Holstein Kiel avec 18 points. Il faut signaler le 7e rang de Dortmund. Ils étaient, il y a 2 journées, 10e. Voilà, ils ont gagné 3 places pratiquement. Voilà. 2 victoires. Hein. 2 victoires, ouais. Et puis, ils sont à une longueur seulement de Fribourg, qui est 7e. Ça peut le faire pour Dortmund dans les prochaines journées. On verra ce qui en sera, puisqu'il reste là-bas 6 journées pour la fin. Voilà, on a fini avec le tour des majeurs. En Ligue européenne des champions, ça revient dès ce mardi avec Arsenal, Real, Bayern, Inter. On sait que voilà, l'Inter n'a pas gagné, le Real n'a pas gagné, Arsenal n'a pas gagné, seul le Bayern a gagné, Vicente. Mais c'est le Barça n'a pas gagné. Oui, mais le Barça aussi n'a pas gagné. C'est un très beau moyen de préparer la Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont réservé les buts et les victoires pour la Ligue des Champions. Et les victoires pour la semaine. pour cette semaine. Mais au-delà de tout, je pense que nous allons encore vivre de très bons moments, des moments exceptionnels, puisque quand il s'agit de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition des clubs en Europe, je pense que c'est toute l'adrénaline de ces joueurs-là et de ces dirigeants qui montent, puisque c'est quand même un trophée qui est très difficile, très compliqué à gagner. Mais avec ces matchs-là, Arsenal contre le Real, la bonne nouvelle pour Arsenal et la mauvaise nouvelle pour Rudiger et ses compagnons, c'est que Bukayo Saka fait son retour. Et maintenant, du côté du Real, vivement que ces 4 fantastiques se retrouvent leur forme et retrouvent les différentes combinaisons qui essaient quand même parfois afin de déstabiliser les adversaires. Mais ce sera quand même un match très attendu, très disputé. C'est vrai que quand le tirage avait été fait, beaucoup ont donné l'avantage au Real Madrid. Vous retirez cela ? Non, on ne le retire pas. C'est normal puisque le Real Madrid dans la Ligue des Champions, c'est quand même le favori naturel.
Mais en même temps, comme vous l'avez déjà dit, sur le terrain, les réalités peuvent être différentes. C'est Noël qui l'avait dit. Donc Arsenal aussi a des arguments pour faire douter cette équipe du Real. Pourquoi pas l'emporter sur cette équipe du Real sur les deux rencontres, parce que le Real est en doute. Ces derniers moments, il va falloir faire beaucoup attention, surtout reparler à Carlo Ancelotti. Normalement, c'est lui qui devait parler aux joueurs. D'accord. Mais à Florentino Pérez de lui parler cette fois-ci. D'accord. Alors, il y a d'autres affiches. Il y a Bayern-Inter. Je voudrais écouter Franck sur cette affiche-là. Oui, normalement, le Bayern devrait passer, mais ces derniers temps, ils ont souffert de quelques blessures sur les derniers matchs. On ne sait pas si Musiala va pouvoir revenir pour ce match-là. Une défense qui ne rassure plus. Mais dans l'histoire, je pense que le Bayern a été toujours devant quand il s'agit de jouer l'Inter Milan. Maintenant, ça reste un nouveau match en Ligue européenne des champions. L'expérience du football club de Bayern de Munich est au-dessus de celui ou bien de celle de l'Inter Milan. Donc, je pense qu'à 60%, le Bayern pourrait passer. Mais attention. Il y a cette finale de 2009, hein. Avec ce doublé 2010. D'accord. 9-10, oui, voilà. Barcelone-Dortmund. Barcelone-Dortmund, sur le papier, c'est le Barça. Noël de Souza. Oui, sur le papier, c'est le Barça. Sauf que la réalité du terrain reste autre chose. On prend quand même un Borussia Dortmund qui est en championnat en train de revenir avec 2 victoires de suite. Et ils ont déjà mis 6 buts durant ces 2 rencontres. Ça veut dire qu'ils sont en train de retrouver le chemin des filets. Maintenant, derrière, on sent que c'est un Borussia Dortmund qui ne sait pas fermer le jeu, qui s'ouvre, qui aime bien attaquer. Maintenant, face à ce Barça-là, avec ses individualités, Yamal, Lewandowski et Rafinha de l'autre côté, on verra bien comment ces joueurs du Borussia Dortmund vont quand même essayer de contenir ces velléités du FC Barcelone, parce qu'on sent quand même qu'avec le Barça, le milieu est beaucoup plus rassurant avec Pedri en maître joueur. Donc on verra bien comment ces joueurs se comportent face au FC Barcelone, surtout que sur le banc du Barça, il y a désormais un expérimenté allemand, Hansi Flick, qui connaît très bien le football allemand. Donc on verra bien ce que ça donne. D'accord. Arsenal, on l'a déjà évoqué cela. Aston Villa, voilà. Aston Villa avec Unai qui revient. Il ne va pas revenir puisque ce sont eux qui reçoivent d'abord le Paris Saint-Germain. Nayo et l'homme. Oui, ce serait une rencontre vraiment disputée puisque le Paris Saint-Germain n'a pas encore sorti de l'auberge face à cette formation, parce que Aston Villa, depuis le début de saison, surtout à domicile, ils n'ont perdu que 2 matchs. Donc ça veut dire que le Villa Park, c'est une forteresse imprenable pour l'instant pour cette formation. Et ils vont également, ils peuvent jouer sur les faiblesses du côté du PSG, surtout quand on sait que le PSG aujourd'hui, dans les airs, quand il s'agit des coups de pied arrêtés, c'est une équipe qui est vraiment faible quand il s'agit de défendre. Marquinhos ne serait pas là, c'est Beraldo qui va le remplacer certainement, et donc c'est une des faiblesses aujourd'hui à exploiter pour cette formation des vilains. Et également Donnarumma, oui, il a fait un bon match retour face à Liverpool, mais c'est pas totalement encore rassurant. Et également du côté des Parisiens, eux aussi, ils ont quand même des faiblesses du côté d'Aston Villa, qui peuvent mettre en leur acquis. On sait que Aston Villa, c'est une équipe vraiment axiale qui laisse beaucoup d'espace sur les côtés. Quand on connaît les joueurs du côté de Paris Saint-Germain, que ça soit Kimi Mendes, que ça soit devant Barcola, Doué, Kvaratskhelia, tout ce qu'on peut avoir. Donc ça veut dire que c'est une rencontre qui va vraiment se disputer, en tout cas sur les côtés et également dans les défenses. On verra tout cela. On va prendre un auditeur avant bien sûr de l'avoir. La Ligue Europa aussi est au rendez-vous. Il y aura un intéressant Lyon-Manchester United de la Nova. Oui, c'est une affiche intéressante à suivre, Lyon et puis Manchester United. On va vous revenir. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Ah oui, si le Real ne va pas bien, Padé ne va pas bien. D'accord. Padé, je sais que vous n'allez pas bien. Voilà, je sais très bien. Du courage. Alors, je savais dire ceux qui sont au plateau. Oui. Nous sommes vraiment intéressés par le temps, mais je sais qu'on va gagner l'Arsenal. D'accord. Vous, c'est le Real Madrid.
Voilà. On va vérifier tout ça là. Bukayo Saka va vérifier tout cela mardi. Merci. Merci à Kwadenu Kwade. 92 0331 97 24. Oui, il va vérifier tout cela mardi. Oui, vous parliez de Lyon. Oui, je disais que les Red Devils, c'est une mauvaise saison en Première Ligue, mais en Europe, ils vont moins bien. Et donc, je crois que ça va donner un peu plus de saveur à cette rencontre-là face à Lyon, qui sera à domicile. Lyon devant son public avec des joueurs comme Camara, des joueurs comme Alessandre Lacazette qui sont vraiment expérimentés. La bataille surtout du milieu de terrain quand on voit Ryan Cherki aussi qu'il est là, mais surtout Corentin Tolisso, donc, ce joueur-là qui est passé par le Bayern entre-temps, les blessures ne l'ont pas épargné surtout, et quand il revient au niveau avec Matic à côté également, on sait ce que ça peut donner. Vivement que ce match nous donne... Manchester fait de cette compétition, en tout cas, une priorité pour une qualification directe en Ligue des Champions. Voilà ce qu'on pourra dire. On aura fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Noël. Merci, Latif. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci, Franck. Excellente semaine. Merci, Nayo. Agréable semaine à toutes et à tous. Merci, Delanov. Magnifique semaine à toutes et à tous. Vicente Nuchule. Merci. Merci également à Fifi Assogbavi, voilà, qu'on va retrouver. Merci à Roméo, le capitaine général. Merci à Théo Ajavon. Merci à Eloma Devon. Je suis Latif Yorouma. Plateau Foot Europe du jour, c'est bien terminé.